Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Le micro fonctionne? Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est une journée donc sur l'hybridation de la matière avec le digital, comme vous avez pu le voir. Et donc déjà, je vais vous présenter l'association Aristote. L'association Aristote m'a permis d'organiser cette journée. C'est une association qui existe depuis à peu près 35 ans. Au départ, c'était un groupe informel qui avait été donc mis en place par l'INRA, le CEA, EDF et d'autres grands organismes. Et donc, en fin de compte, c'est devenu une association, ensuite, en 1988. Et donc, elle regroupe des organismes de recherche, des entreprises, des PME, des start-up, donc essentiellement pour favoriser les rencontres, les échanges dans toutes les entités qui sont concernées par le numérique, ses développements et ses usages. Donc aujourd'hui, dans le cadre des activités de l'association Aristote, c'est un séminaire qui est organisé à la croisée du numérique et d'autres activités de recherche. Donc cette journée a été préparée par Bernard Monnier, qui est d'une entité qui s'appelle MIME, donc essentiellement une activité de management, de coaching, et puis par moi-même, donc Christine Broès, j'ai une entreprise qui s'appelle T3NEL. J'ai au départ été pendant très longtemps directeur informatique dans des établissements comme le CNAM Paris ou l'Université de Marne-la-Vallée, et donc en 2008, j'ai eu envie de repartir sur un autre domaine, donc je me suis reformée avec l'idée de croiser le textile et ses nouvelles technologies. Donc j'ai créé T3NEL, Textile Technologies Nouvelles, et s'il se passe beaucoup de choses dans le textile, on va le voir un petit peu plus loin dans la matinée. Et donc en 2014, j'ai essayé de faire un état des lieux des enjeux de ces nouveaux matériaux textiles, et plus récemment, et c'est ce qui a inspiré cette journée, j'ai voulu réfléchir sur la matérialité à l'ère digitale. C'est un sujet qui déjà me taraudait quand j'étais vraiment dans l'informatique. Je trouvais que sur les réseaux, on ne pouvait transmettre que des sons ou de l'image et que c'était quand même gênant de n'utiliser que deux sens au niveau de l'humain. Et donc, avec cet essai qui est paru aux presses universitaires de Grenoble, j'essaie d'inciter une réflexion pour qu'on soit un petit peu plus humain dans ce domaine. Et c'est donc ce livre qui a inspiré cette journée. Dans quel monde on vit aujourd'hui? On est donc dans un monde où la matière et le digital sont de plus en plus confus, de plus en plus hybridés. On a des matériaux qui sont intelligents, hybrides, et qui très souvent sont le fruit d'une quantité d'informations numériques nécessaires pour le mettre au point. On a la connectique qui maintenant change la donne et qui permet de mixer, dans la matière, de mixer donc des services matériels et des services immatériels. Et nous-mêmes, on est dans un monde digital où on interagit aussi bien entre humains, heureusement, mais avec des objets, avec des données. Donc, de plus en plus, une hybridation avec des concepts hybrides. On en parlera cet après-midi, comme la réalité augmentée. Donc, ces mondes en ligne s'imbriquent et façonnent des réalités hybrides. Et pour intervenir donc dans cette journée, en fin de compte, j'ai fait appel, et je vous remercie d'avoir répondu présent, d'avoir manifesté de l'enthousiasme sur ce sujet. On a fait appel donc à des personnes qui exercent à la fois dans la recherche scientifique, la recherche artistique, donc scientifique au sens large, bien entendu, dans des domaines où le digital et le matériel ne sont pas séparés. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, dans les domaines de recherche, sur des projets donnés, la discipline elle-même, l'expertise dans ce domaine est tout à fait insuffisante. Pour un projet, il faut souvent croiser de nombreuses disciplines et donc croiser des champs d'observation. Et le numérique est un outil assez formidable pour aider dans ce domaine. Donc, dans cette journée, on aura ce matin Bruno Bachimon, Xavier Bouju, Xianik Zen et Marie-Julie Catoire-Brisson. Et cet après-midi, Alessandro Vicari, Valérie
Gourenton, René Schultra et Maria Barthélémy, et pour terminer, Judith Nicogosian. Donc des domaines très divers. Donc je remercie par avance tous les intervenants qui sont pour certains venus d'assez loin, et Katia Castor, que vous avez pu voir tout à l'heure, la secrétaire de l'association, qui a été vraiment très précieuse pour organiser cette journée. Donc pour commencer, je vais donc appeler le premier intervenant, à savoir Bruno Bachimon. Est-ce que ça vous convient? Ça vous passe le micro? Ça vous va? Donc pour le mettre en route, là, il faut appuyer sur le bouton. Donc ça dans la poche. Et puis le truc quelque part par là. Voilà. Elle est dessus, votre... Normalement, oui. Je vous laisse. D'accord, c'est tout bon. Donc Bruno Bachimon a une double thèse à la fois en informatique et en épidémiologie. Et il a été directeur de recherche à l'UTC Compiègne, directeur de recherche aussi à l'INA, l'Institut national audiovisuel, et il est maintenant directeur de recherche à la faculté des sciences, c'est ça, de la Sorbonne Université. C'est ça. Donc son champ de recherche porte beaucoup sur la matérialisation du numérique, son interprétation, sa représentation. Il va nous en parler, bien entendu, beaucoup mieux que moi. Je vous laisse. Merci. D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation et le choix de ce séminaire et de ce thème du séminaire que je trouve effectivement très judicieux et tout à fait intéressant. Et ce qui fait que j'ai répondu avec enthousiasme avec votre invitation. Et puis après, j'ai eu un moment de reprise quand j'ai dû me préparer mon intervention en disant c'est un excellent thème, mais en fait, il n'est pas aussi facile qu'il en a l'air et ça pose quelques questions sur la manière dont on peut l'aborder. Alors, quand on parle de matière et en ce qui me concerne de numérique essentiellement, la notion de matière telle qu'elle m'a intéressé, ce n'est pas forcément la matière au sens moderne du terme, c'est-à-dire l'objet qui est étudié par la physique et les différentes disciplines qui abordent la matière, mais c'est aussi la matière dans son sens antique, c'est-à-dire comme un principe de contingence. C'est-à-dire la matière, c'est ce qui va résister à l'universalité de la forme, ici du calcul quand on va parler du numérique, mais de manière générale, ce qui va être un principe de contingence qui va résister à l'intelligibilité, c'est-à-dire la manière de pouvoir projeter une vision théorique sur une réalité concrète et matérielle. Et donc le problème qui se pose, à mon sens, c'est que longtemps le numérique a vécu sur une espèce d'universalité formelle du calcul, comme étant que dès lors qu'on a un algorithme, on a résolu tous les problèmes du numérique. Et le complément de ça, c'est de dire que le numérique et l'algorithme, dès lors qu'ils vont être implémentés, dès lors qu'ils vont être matérialisés, eh bien, on va avoir une résistance et une revanche de la matière qui va introduire une contingence qui va nous faire échapper aux lois du calcul et de devoir négocier en fait un nouveau rapport entre la concrétisation de cet algorithme et l'universalité qu'on lui prête. Et donc c'est cette tension qui m'intéresse. C'est un terme que je reprends aussi à Gilbert Simondon, c'est un terme d'individuation et de tension liée à la concrétisation. C'est-à-dire que lorsqu'on a une universalité du calcul et qu'on la projette et qu'on l'implémente sur de la matière, eh bien on sort en fait d'une vision purement intellectuelle et intelligible pour devoir négocier avec une contingence de la matière qui a introduit de l'inattendu, de l'individu et en particulier du singulier. Et donc ça va être un petit peu ma clé d'entrée ici, c'est de pouvoir caractériser ce que j'entends par singulier et surtout comment on a négocié le rapport au singulier dans notre culture scientifique et aujourd'hui comment est-ce qu'on peut considérer que ce problème-là se pose lorsqu'on va aborder le numérique. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur ce que j'appelle donc le singulier et les différentes manières d'aborder le passage de l'universel au singulier, ou
pas forcément le passage d'ailleurs, mais aussi la rencontre entre l'universel et le singulier, pour pouvoir après aborder la question du numérique et dire que dans le numérique, on a précisément eh bien, cette tension qui se retrouve très bien entre une certaine idéalisation qui nous fait voir dans le numérique essentiellement un principe algorithmique, c'est-à-dire un jeu d'algorithmes. D'ailleurs, la grande spirale médiatique qu'on a aujourd'hui sur les données, l'IA, n'ont fait que renforcer le fantasme d'universalité du numérique à travers son algorithme. Maintenant, algorithme, c'est devenu un mot-clé des médias, alors qu'il y a encore une trentaine d'années, les gens l'écrivaient avec un Y en pensant que c'était une manière de danser. Donc, on a clairement franchi une étape dans la médiatisation du calcul, mais d'une certaine manière en occultant en fait cette tension sur laquelle je veux revenir aujourd'hui. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment le numérique va manifester sa contingence, et une contingence qui va être une matière et un prétexte à inventer, à penser. Et donc, je terminerai sur les notions de technologie intellectuelle qui sont rendues possibles par les artefacts numériques, et en particulier la raison computationnelle qui, pour moi, est en lien avec la raison graphique qui avait été proposée naguère par Jacques Goudy, pour dire que ces nouvelles technologies de l'écriture, eh bien, c'est un principe d'innovation intellectuelle qui permet de penser autrement le monde, et donc de le voir autrement. Alors, l'idée, c'est de repartir en fait de ce que je vous évoquais dans mon préambule, c'est à savoir comment est-ce qu'on peut aborder la question du singulier, c'est-à-dire du concret, de l'ici et du maintenant. Donc, le singulier, c'est quelque chose qui est difficile à aborder. Pourquoi ? Parce que le singulier, ce n'est pas qu'un cas particulier. Le singulier, par définition, c'est quelque chose qui est absolu, c'est-à-dire quelque chose qui est incomparable avec le reste. Quelque chose qui est... dans littérature, on connaît bien le singulier, c'est l'être humain. En théologie, c'est Dieu, etc. C'est l'être aimé, pardon. Donc, le singulier, c'est ce qui n'est comparable à rien d'autre parce qu'il n'est qu'une pure positivité qui s'affirme, mais qui est un absolu, qui n'est pas un relatif. Le cas particulier, lui, c'est complètement différent. Le particulier, c'est quelque chose qui va être l'instance d'une loi générale. C'est-à-dire qu'on le va retrouver comme étant simplement la manifestation particulière dans un ici et maintenant, mais qui n'est que la spécialisation, la réduction d'une loi générale qui décrit tout ce qu'il y a à dire du cas particulier dont on veut s'occuper. Donc le singulier, ce n'est pas pareil que le particulier. Le singulier, c'est un absolu de l'individu, alors que le particulier, c'est la réduction de l'individu à l'occurrence d'une loi générale. C'est la répétition, en fait, d'une occurrence du général. Alors, comment est-ce qu'on a pu aborder la question de ce singulier au cours de nos évolutions intellectuelles et scientifiques, et du coup les paradigmes qui se sont mis en place. En fait, j'ai repéré, c'est pas exhaustif, mais au moins 4 modalités, 4 paradigmes pour penser le singulier. Le plus ancien, c'est l'individu comme instantiation, c'est l'héritage antique. Et puis, on va avoir également le paradigme du singulier en sens social. C'est le paradigme de l'écart et de la différence, qu'on va retrouver en sociologie compréhensive de Weber, par exemple, etc. L'individu comme indifférence, c'est-à-dire l'individu comme pure occurrence du général. Et puis enfin, ce qui m'intéresse, c'est l'individu comme tension entre universel et singulier, c'est-à-dire comme concrétisation, processus de concrétisation dans cette tension entre universel et particulier. Alors, la solution classique qui considère que l'individu est un particulier qui apprend dans une certaine généricité, eh bien, c'est l'héritage qu'on va avoir, par exemple, chez Platon et Aristote. En particulier, le fait de dire que, par exemple, tout objet qu'on va rencontrer, c'est simplement que la matérialisation d'une forme, et donc la matière va s'informer, va hériter de cette forme, et tout ce qu'il y a à comprendre de cet objet, c'est à travers la forme qu'il véhicule. Et donc on dira que, par exemple, la vache dans le pré, eh bien, ce n'est jamais que la manifestation particulière d'une forme intelligible qui est celle de la vache. Et donc tout ce qu'on aura à comprendre de cette vache Marguerite dans le pré, eh bien, c'est la compréhension de la classe à laquelle elle appartient. Et donc le singulier n'est pas quelque chose qui se comprend en lui-même. Chez les antiques, l'individu est ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'appréhender comme tel. On l'appréhende qu'à travers les formes dont il est l'instanciation. Donc ici, on a une posture du singulier, du concret,
qui est d'une certaine manière dépassée au profit de la forme de la classe à laquelle elle appartient. Comme Cassirer l'a montré dans un très beau livre, Substance et Fonctions, on est sorti de cette solution antique pour la remplacer par un autre rapport à la classe, c'est-à-dire que l'individu n'est pas seulement l'occurrence d'une classe générique, l'individu va être l'élément d'une série qui répond à l'énumération commandée par une loi générale. Par exemple, les nombres ne se ressemblent pas, mais en revanche, ils sont tous la production d'une loi de génération qui est la loi successeur, par exemple. Donc on retrouve la même idée, c'est que l'individu n'est jamais que l'occurrence d'une loi générale. Simplement, on n'a plus une loi générale qui est classe-instance, on va avoir une loi générale qui est série versus élément de la série. Deuxième paradigme qui s'est élaboré au cours du temps, c'est la notion de différence. Alors ça, on va le trouver plutôt en sens social, en linguistique par exemple, linguistique saussurienne. On va le trouver en sociologie compréhensive à la Max Weber. L'idée est de dire que l'individu, c'est pas seulement l'occurrence d'une loi générale, ça va être un écart à une loi générale. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous intéresse, par exemple, dans comprendre le mot ennui dans Madame Bovary, c'est que c'est tout ce que Flaubert a voulu dire à partir de là, par rapport aux interprétants et les manières habituelles de comprendre ce qu'est l'ennui. C'est-à-dire que l'individu va être une invention, un écart par rapport à une loi générale, la loi générale permettant de comprendre en quoi cet individu est un écart, une singularité. Donc contrairement à ce qu'on avait avant, dans les postures antiques et scientifiques modernes que Cassirer a énoncé, l'individu est réduit à la généralité. Alors qu'ici, la généralité, ça sert à montrer en quoi l'individu n'est pas réductible à la généralité et qu'il y a un écart par rapport à cette généralité. Donc par exemple, on va utiliser une loi générale qui s'appelle le dictionnaire pour comprendre en quoi le mot qu'on est en train de lire dans Proust ou dans Flaubert n'est pas exactement ce qu'il y a dans le dictionnaire, il y a un écart. Et donc ce qu'on comprendra dans ce texte de Flaubert ou de Proust, etc., ça sera précisément l'écart à la généralité. Donc l'individu sera toujours là, mais sera rendu intelligible grâce à la loi générale. Et puis, on va avoir un troisième élément qui va émerger, et d'une certaine manière, pour moi, c'est ce que le numérique nous a promis, d'une certaine manière, c'est d'avoir une posture qui est non pas d'instanciation, non pas de différence, mais d'indifférence. C'est-à-dire que le code, la notion même de code, eh bien, c'est quelque chose qui permet de poser une abstraction qui devient indépendante de sa réalisation. C'est ce qu'on retrouve dans les mots assez classiques de virtuel. Virtuel en numérique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ce n'est pas un antonyme de l'être. Virtuel en numérique, ça veut dire indépendant du support. Donc ça veut dire que vous pouvez l'avoir sur un support physique ou un autre, ça sera le même fichier numérique avec la même information associée, mais que ce soit les trous et les bosses de votre support optique ou les tensions magnétiques de votre disque dur, on considérera que c'est le même objet numérique, même si ce n'est pas le même objet physique. Et donc c'est cette indifférence qui va être intéressante ici, c'est qu'avec l'abstraction numérique, on invente une abstraction qui n'a rien à faire de sa réalisation, qui devient indifférente de la manière dont elle est concrétisée et réalisée. Ce qui est différent de ce qu'il y avait avant, où justement l'idée c'est que cette concrétisation résiste, il faut la dépasser. Donc on va réduire à la classe, on va réduire à la loi du série, mais l'individu est toujours là. Là, on s'en fiche. C'est tout à fait nouveau dans la posture du numérique. C'est que, pour ça d'ailleurs, ça a donné lieu à plein de fantasmes associés à ça, de penser que le cerveau n'est jamais qu'un code qu'on peut répliquer sur une machine, etc. Vous voyez tout ce qu'on peut découler à partir de là. Mais cette idée est assez riche de dire, eh bien, on a inventé une couche d'abstraction qui, en fait, n'est plus une abstraction puisqu'elle se moque de ce dont elle est abstraite. Ce qui est tout à fait puissant parce que abstrahere, étymologiquement, ça veut dire retirer une partie d'eux. Donc là, en fait, on dit c'est une abstraction de ce qu'il y a au niveau physique, sauf qu'en fait, on se moque de ce qu'il y a au niveau physique. Donc c'est plus une abstraction, c'est une abstraction qui s'est autonomisée d'une certaine manière. Et puis, dernière posture, celle qui m'intéresse évidemment, c'est de dire, en fait, oui mais non. C'est-à-dire que les choses, en général, sont un peu plus compliquées que ça. Et donc, en général, on s'aperçoit que la matière, eh bien, elle se venge. C'est-à-dire que cette indifférence que l'on va avoir à la concrétisation, à la singularité matérielle de l'objet, eh bien, va résister dans la mesure où on va avoir des écarts, une transformation, une co-construction entre l'universalité
et la matérialité. C'est-à-dire que la forme va informer la matière, mais d'une certaine manière, la matière va déformer la forme, ce qui va nous amener à faire une réforme de la matière et de la forme. Bon, je fais un jeu de mots qui est un peu foireux, mais voilà, j'aime bien, hein, c'est mon côté philosophe, j'ai trop lu Derrida, hein, c'est pour ça. Donc du coup, on ne pense plus tout à fait normalement. Hein. Donc voilà, donc c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un peu ça l'idée, hein, c'est de montrer qu'il y a une résistance de la matière. Ça, c'est un peu mon héritage antique, hein, c'est de considérer que la matière est un principe de contingence qui fait que l'universalité de la forme et de la théorie ne s'applique jamais telle qu'elle. Et cette résistance se traduit par justement une reprise que l'on va faire, c'est-à-dire c'est en ça qu'il y a un geste scientifique, c'est qu'on va essayer de reprendre les résistances de la matière au niveau du concept, au niveau de la loi scientifique, pour pouvoir modifier l'universel qu'on veut mobiliser pour décrire cette contingence, cette matérialité. Alors le mot-clé ici, c'est le processus d'individuation qui a été remis à la mode au XXe siècle essentiellement par Gilbert Simondon, mais qui est un concept très ancien qui vient de la philosophie antique, repris par Leibniz, etc., qui est tout simplement de dire comment est-ce que nos lois générales permettent de rendre compte de l'existence des individus. Et donc comment est-ce qu'on peut comprendre le processus d'individuation, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui se produisent, hein, qui sont produits, alors que notre compréhension se traduit par des lois générales. Et donc, justement, comment est-ce qu'on va rendre compte de l'individuation, soit comme particularisation, les individus ne sont que des cas particuliers, l'individuation comme singularisation, on a des individus uniques, et par exemple chez Simondon, on aura une individuation comme concrétisation, c'est-à-dire une tension entre forme et matière. Alors, ceci étant dit, eh bien, revenons un petit peu sur le numérique et regardons un petit peu quel est ce jeu entre cette universalité qui est en fait une indifférence, comme on vient de le voir, et puis cette individualisation qui, à mon sens, fait partie malgré tout du jeu du numérique, c'est-à-dire que la matérialité et la contingence qu'on a voulu sortir par la porte, eh bien, elle revient par la fenêtre, hein, et il va falloir travailler avec dans le cadre du numérique. Alors évidemment, les choses commençaient bien, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un principe universel que vous connaissez tous, hein, la machine de Turing, un code arbitraire, très simple, des éléments mécaniques élémentaires, ce qui fait que toutes les opérations de la pensée deviennent en quelque sorte mécanisables au sens strict, c'est-à-dire que même une machine qui ne comprend rien peut effectuer ces opérations. Donc ça, évidemment, vous connaissez ça par cœur. Et donc, la condition de possibilité de ça, eh bien, c'est d'inventer cette notion de code dans une radicalité qu'on n'avait encore jamais eue, c'est-à-dire c'est un code qui ne veut rien dire. Hein, ce que j'appelle l'ascèse du numérique, c'est-à-dire que quand on parle de symboles et de signes en numérique, il faut bien prendre en compte que, du coup, on revendique deux coupures fondamentales. La première, c'est que, on manipule des signes qui sont vides de sens. Ils ne veulent rien dire, ils sont arbitraires. Tout ce qu'on demande au 0, c'est d'être différent du 1. Tout ce qu'on demande au 1, c'est d'être différent du 0. Ce n'est même pas le 0 et 1 de l'arithmétique. Le 0 et 1 de l'arithmétique, c'est une manière de reprise mathématique de ce geste technique que sont les 0 et les 1. Donc une coupure à toute sémantique. Et puis également, comme on l'a vu tout à l'heure, l'indifférence, c'est une coupure à tout ce qui est la matérialité physique, hein, d'implémentation. Donc on a un isolement du signe en numérique qui fait qu'on a des signes qui, a priori, peuvent s'implémenter partout et qui peuvent tout signifier parce qu'ils ne signifient rien en particulier. Et le 0 et le 1 ne prescrivent rien quant à la manière de les réaliser physiquement. Donc on a une espèce d'abstraction autiste, hein, qui ignore en fait les conventions culturelles et techniques pour les lire et les conventions d'ingénierie pour pouvoir les réaliser. Ce qui fait qu'évidemment, ça a donné lieu à toutes sortes de fantasmes qu'on a bien connus, par exemple, dans certains univers. Un que je connais bien, c'était le monde des archives, par exemple. Hein. C'était de dire, ben voilà, en fait, grâce au code, cet arbitraire qu'on a ici, eh bien, on va pouvoir plonger tous les documents qu'on a l'habitude d'avoir, qui sont différents sémantiquement, qui sont différents matériellement, etc. Et donc, ces différences sémantiques et ces différences matérielles vont pouvoir être plongées dans une certaine universalité numérique. Et donc là, évidemment, la boîte à fantasmes est ouverte. Si vous relisez les textes des années 90-2000, les archivistes, par exemple, et le monde documentaire, a l'impression d'avoir trouvé la panacée. Pourquoi ? Parce que, puisqu'on est dans une abstraction universelle du 0 et de 1, on sait faire des copies au bit près. Donc,
la variation physique n'est plus une variation numérique. Donc, on peut avoir un principe de copie qui permet de pallier l'obsolescence et la corruption des supports, et d'autre part, de pouvoir donner l'ubiquité en ayant les mêmes objets numériques accessibles à différents endroits, puisque la démultiplication physique n'est pas un principe de variation numérique, contrairement à ce qu'on connaissait jusqu'alors. Donc, ça donne quoi? Ça donne le principe d'ubiquité. Tout le monde peut avoir accès à la même chose, ce qui est des choses qui sont bien utilisées d'ailleurs dans les architectures réseau, etc. Et puis, on peut faire des copies parfaites numériquement avant la corruption des supports, ce qui fait qu'on peut prolonger la vie du numérique indépendamment de la corruption des supports. Donc évidemment, tout le monde est très content et on se dit que ça y est, vous pouvez rentrer chez vous, les problèmes de l'archive, de la mémoire, etc. sont définitivement résolus. Alors évidemment, les choses ont été un peu plus résistantes que ça. Vous voyez mes effets dramatiques, je sais c'est dramatique. Et on va avoir les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vont venir vous dire que en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que comme ça ne veut rien dire, ces trucs-là, alors rappelez-vous, pas de sens, pas de matière. Donc, il faut bien en faire quelque chose. Donc, on va mettre des conventions. Mais les conventions, par définition, sont extérieures au code, puisque le code, lui, il doit pouvoir fonctionner tout seul. Donc, on va inventer un univers d'arbitraire, puis puisqu'il est arbitraire, ne cesse de s'enrichir au fur et à mesure des déclinaisons que l'arbitraire des usages va venir apporter. Et donc, on va avoir les formats, on va avoir les métadonnées, on va avoir les environnements applicatifs, les environnements systèmes, etc., qui vont introduire autant de variété, autant de hétérogénéité entre les fameux documents qu'on avait au départ et le codage numérique qui était censé en rendre compte de manière universelle et homogène. Donc, en fait, à la promesse qu'on avait de l'universalité, ce qu'on a eu in fine, en fait, c'est une espèce de maquis de la contingence, en fait, où le projet aujourd'hui qui rend fou, c'est par exemple s'orienter dans l'amagma des formats du web ou des documents du web quand on veut essayer de comprendre comment les capter, les reproduire, les conserver dans la durée. J'ai travaillé un peu sur le dépôt légal du web, je peux vous dire que c'est le projet qui rend fou. Alors, du coup, on a peut-être amené à distinguer 2 niveaux complémentaires. C'est le niveau du numérique dans son universalité et le niveau du numérique comme niveau d'implémentation et de réalisation. Donc on a bien le principe du codage, il ne faut pas cracher dans la soupe et renier d'où on vient. Le principe du codage comme abstraction, c'est une évolution et une innovation fondamentale. Donc on a l'idée de l'individu comme indifférence à sa réalisation qui dès lors devient réplicable, on peut le passer d'un support physique à un autre, etc. Mais en même temps, on s'aperçoit que les mises en œuvre de ce principe-là introduit un univers de contingence auquel on ne s'était pas préparé, qui est en fait l'arbitraire de la convention de lecture, de codage, qui permet de démultiplier des usages, y compris de manière inattendue par rapport à ce qu'on avait pensé à travers ce codage universel. Donc les trucs archi connus, c'est par exemple, quand vous travaillez dans certains arts médiatiques, ce que les gens adorent faire, c'est de dire, voilà, je vais avoir une prestation instrumentale, voilà, je l'enregistre, je la numérise, mais le binaire que j'obtiens ici, le fait qu'il soit obtenu à partir du son, c'est indifférent, parce que du coup, je peux le relire comme si c'était une image et le projeter. Et comme ça, je vais voir en même temps ce que j'entends. Sauf qu'évidemment, ce qu'il y a entre les deux, c'est un intermédiaire de codage qui est totalement arbitraire par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on entend. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour ça? On utilise tout simplement le fait que le numérique est agnostique par rapport à ce qu'il signifie. Et donc, pour un numérique, venir d'un son, ça ne préjuge pas du fait qu'on ne puisse pas le relire comme une image. Le numérique n'a pas de sémantique. Donc ça, vous allez à l'IRCAM, ils font ça tous les jours. Ils adorent ça. Mais en même temps, c'est tout à fait fascinant parce que nous, on n'est pas numérique. Donc, quand vous entendez un son et que vous regardez l'image en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher, animaux sémiotiques que nous sommes, de voir un lien entre les deux. Évidemment, c'est ce que recherche l'artiste. Il y a un arbitraire du codage qui est ici, mais d'un point de vue sémiotique, on ne peut pas s'empêcher, nous, de vouloir voir en quoi l'image est bien un reflet du son. C'est pour ça que, du coup, on prend du plaisir à regarder ça. Sinon, c'est un jeu pour adolescents attardés et boutonneux. Et ça, c'est ça, à mon avis, qu'on peut appeler du processus que Simondon a trouvé le terme, à savoir la concrétisation ou la tension créatrice. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on va avoir un univers d'exploration qui va être ouvert
par cette indifférence du codage, parce que précisément, il va permettre de mettre en dialogue inédit la matière qui va réaliser le contenu versus le codage qui permet de programmer ce contenu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que connaissent en fait tous les gens qui font du design d'interface, etc., c'est que l'algorithme ne suffit pas à programmer l'usage. Et donc, à partir de là, il va falloir faire un dialogue, une tension créatrice entre les deux. Et donc, contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui, tout ne se résoudra pas par des algorithmes. Donc, je passe. Et donc, l'idée, c'est qu'on se retrouve à prendre au sérieux cette matière dont on voulait s'échapper, de dire que la matière n'est au départ que le véhicule indifférent de la réalisation du numérique. Et en fait, non, ce n'est pas vrai. La matière va être ce avec quoi va falloir dialoguer pour pouvoir concrétiser le numérique. Donc ça se retrouve en fait avec multiples domaines, mais il y en a deux qui sont assez intéressants et maintenant que l'informatique a une histoire, on voit le rôle que ça a pu avoir. C'est par exemple le design des architectures. Comment les ingénieurs ont pensé l'architecture des machines pour réaliser le code. On s'aperçoit qu'il y a des choix, il y a des techniques qui sont des optimisations permanentes, des compromis par rapport à l'architecture des microprocesseurs, les conceptions des langages aussi qui reflètent en général aussi la manière dont les machines sont physiquement réalisées, et puis évidemment les interfaces qui sont en permanence des compromis entre l'individuation du sens par rapport à l'universalisation du calcul. Et donc c'est ce travail-là qui, à mon sens, doit être repris et réentamé vis-à-vis du numérique et de pouvoir comprendre en fait ce dialogue avec la matière dans ce contexte-là. Et donc c'est ce que j'appelle la théorie du support, c'est-à-dire de dire que le numérique, si on commence à prendre en compte la matière qui le permet de programmer et ce dialogue avec la matière, eh bien, le numérique devient un support pour pouvoir aborder nos innovations à la fois matérielles et culturelles, c'est-à-dire l'invention du sens et l'invention de nos pratiques. Alors la théorie du support, c'est une théorie qui commence à être assez ancienne et qui remonte en fait aux gens qui ont travaillé sur l'écriture et l'histoire de l'écriture comme technique, et donc un processus qu'on a souvent appelé grammatisation. Donc l'idée, c'est de dire que la grammatisation, c'est le fait que nos méthodes d'expression, comme le langage, l'écriture, etc., se coulent dans des supports techniques dont la technicité va modifier la manière dont on écrit et donc la manière dont on pense et dont on interprète ces contenus. Donc c'est comme je vois que le temps passe, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Hop. Par exemple, lorsqu'on est passé de support de l'écriture, par exemple, du volumen au codex, qui sont des changements techniques. C'est la manière qu'on a eue pour organiser le matériau d'expression à travers l'écriture et sa consignation sur des supports. Eh bien, on s'aperçoit, enfin, en tout cas les historiens de l'écriture et les anthropologies historiques, a pu montrer que la manière de penser des cultures associées à ces supports était différente l'une de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, dans un volumen, vous avez les deux mains qui sont prises pour pouvoir dérouler le support qui est au milieu. Vous n'avez pas d'accès direct au contenu. Il faut dérouler tout ce qui est avant ou tout ce qui est après. Et donc, le contenu, il est lu de manière linéaire. Pourquoi ? Parce qu'on est pris dans la linéarité du support. Et donc, la métaphore du discours derrière, c'est le parcours, c'est le pèlerinage, c'est le discours comme, en fait, un cours de l'écriture et du langage. Avec l'invention du codex, donc au début de notre ère, et sa propagation pendant le haut Moyen-Âge et après, ça a été une autre vision du texte, puisque le texte permettait d'avoir l'accès direct grâce aux pages, donc l'invention de rubriques logiques. Les enluminures ici ne sont pas faites pour être jolies, c'est des aides-mémoire pour pouvoir faire un accès direct au contenu, et donc tous ces éléments-là sont une structuration logique qui permet de manipuler le contenu et son rapport au contenu à travers ces supports. Et donc là, on s'aperçoit que du coup, la matière a eu un rôle structurant, c'est-à-dire qu'il y a eu une individuation entre le contenu de l'écriture, qui en fait, souvent on peut dire c'est un codage de la parole, l'écriture, et en fait, la consignation sur une matière qui fait que, oui, d'accord, certes, codage de la parole, mais on ne va pas lire autrement, on ne va pas lire de la même manière, selon le type de matière que l'on va prendre. Alors tout ça, c'est bien repéré, on a bien décrit, et par exemple, Ivan Illich, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, il dit le changement, c'est au XIIe siècle, lorsqu'on est passé en fait des discours apologétiques jusqu'au XIe siècle
Saint-Victor, etc., à la Somme théologique de saint Thomas. La Somme théologique de saint Thomas, quand vous lisez, vous avez l'impression d'avoir des articles qui se répondent les uns les autres, et une structuration logique. Saint Thomas, c'est moderne. Hein. Le latin, c'est ok, c'est un peu bizarre, mais si vous lisez saint Thomas dans ses traductions contemporaines, vous avez l'impression d'être à la maison. Vous lisez un traité de philosophie qui a une conceptualité qui est la sienne, mais qui est étonnamment rigoureuse, moderne, précise. Si vous regardez les textes un siècle avant, vous êtes ailleurs, vous êtes dans un autre univers. Mais ce qui s'est passé entre les deux, c'est ça, le passage du volumen au codex. Donc, Jacques Goudic a beaucoup travaillé sur cette question-là. Il dit, bah, écoutez, c'est simple, hein. Dès que moi, il a travaillé ça, pas d'un point de vue tellement historique, c'est un anthropologue, donc il a travaillé ça en variation culturelle, et en regardant ce que l'écriture faisait quand elle était introduite dans des cultures qui jusque-là étaient orales. Donc il a fait ça surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où il avait été frappé pendant cette Deuxième Guerre mondiale que la technologie devenait universelle. Et il disait, il faut que je me dépêche d'aller voir les cultures qui n'ont pas encore l'écriture, parce que dans pas longtemps, avant en hériter. Donc il va falloir que j'observe ce que c'était l'oralité avant que l'écriture ait tout contaminé. Et par jeu de différence, eh bien, il en est arrivé à dire, quand une culture s'empare de l'écriture, elle commence non seulement à élaborer des structures d'écriture différentes, ce qui est un peu logique, hein, elle écrit et elle apprend à écrire, mais surtout, elle commence à penser différemment. C'est-à-dire qu'elle voit le monde à travers des structures conceptuelles et cognitives qui sont différentes. Et donc, les trois éléments qu'il met en avant, qui sont très simples, en fait, hein, quand on le lit, on se dit, bah oui, en fait, c'est une simplicité très structurante, c'est la liste, le tableau, la formule. C'est des choses qui n'ont pas d'équivalent à l'oralité. Un tableau, par exemple, on peut certes l'oraliser, mais vous ne retrouverez jamais l'économie cognitive du tableau à l'oral. La formule, évidemment, par définition, la formule, hein, c'est quelque chose qui n'a de sens que par sa structure graphique. Donc, par définition, c'est l'invention d'un langage qui n'est pas une langue, c'est-à-dire quelque chose qui ne se lit pas. Un langage de programmation, par exemple, ou la fameuse idéographie de Frege. Alors la question qu'on peut se poser lorsqu'on va parler de supports, non pas d'écriture, mais des supports numériques, bah, c'est quoi la suite de la raison graphique? Est-ce que notre manière d'utiliser désormais non seulement des inscriptions écrites, mais des inscriptions qui sont calculées, c'est-à-dire le fait de dire que derrière, on va avoir du codage, et du codage qui donne lieu à des calculs, eh bien, est-ce qu'on va constater non seulement qu'il y a des structures qui se dégagent, qui sont différentes, ça on peut se dire que c'est à peu près normal que ça apparaisse, mais en même temps, est-ce que ça va induire des manières de penser, c'est-à-dire des structures conceptuelles et cognitives différentes? Alors évidemment, là, c'est difficile de conclure, on peut juste être à l'affût de voir si on est dans des aménagements de notre culture occidentale fondée sur l'écriture, ou est-ce qu'on est dans une rupture avec un basculement à notre manière de raisonner et de penser. Donc on peut essayer de dire, ben voilà, on a la structure graphique, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va rajouter du calcul? Est-ce que par exemple le tableau ne va pas devenir un réseau, la liste avec du calcul va devenir un programme, ce genre de choses. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut sur lesquels on peut s'interroger et essayer de comprendre ce que ça donne par la suite. Donc du coup, on va avoir deux niveaux à bien distinguer. Le niveau bien classique et connu des informaticiens, on va dire, qui est celui de la théorie du codage quand il va s'emparer des écritures et donner lieu à de la programmation et de la structuration de nos systèmes techniques. Et puis, on va avoir les conséquences que ça peut avoir sur nos manières de penser, ce que j'appelle en fait la structure phénoménologique ou numérique, qui n'est plus seulement la structure du calcul, comme le computatio, hein, mais qui va être plutôt les conséquences sur nos manières de penser, de réagir, etc. C'est-à-dire, ce qui va être intéressant, c'est les conséquences en termes de reconfiguration des savoirs que l'on peut avoir à travers ces inscriptions qui désormais ne sont pas seulement graphiques, mais deviennent calculées, voire calculantes, hein, lorsque on va utiliser des process dynamiques hein, dans notre rapport au contenu et à l'écriture. Alors, il y a des exemples très simples qui montrent déjà qu'on est peut-être en train d'assister à quelque chose. Hein. L'exemple le plus connu, c'est le copier-coller. Le copier-coller, c'est la première fois qu'on peut recopier sans lire. On oublie souvent cette évidence. Hein. Mais oui, non mais il n'y a pas encore très longtemps, quand vous faisiez une thèse, et surtout en sciences humaines, vous lisiez et vous faisiez des citations. Quand on recopiait la citation, ben, il fallait la lire pour la recopier. Là maintenant, vous avez vos fichiers sur votre disque dur, vous faites un drag and drop et vous ne relisez pas complètement, des fois vous vous trompez de citation. Ça se voit dans certains articles ou des travaux d'étudiants. Les étudiants
reprennent des documents qu'ils n'ont pas lus. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils peuvent le faire, tout simplement. On recopie sans lire, tout simplement parce qu'on peut le faire. C'est plus facile. Ça veut dire qu'on passe d'un paradigme de la lecture à un paradigme de la manipulation. Donc ce n'est pas que du plagiat, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que écrire, ça devient assembler. Alors qu'avant, l'écriture était un mode de création, en fait, de reprise. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à confondre ça avec le plagiat. Le plagiat, c'est quelque chose de différent. Le plagiat, c'est une reprise qu'on s'approprie. C'est vraiment un truc qui est inhérent à l'écriture. Et d'ailleurs, toute la culture médiévale, c'est du plagiat qui est autorisé et prévu comme ça. Là, aujourd'hui, avec le droit d'auteur, c'est devenu différent, mais le plagiat, c'est un acte d'écriture. Là, non, ce n'est pas du plagiat. Ok, ça se ressemble de loin, mais c'est de la manipulation à partir d'éléments matériels que l'on peut reprendre sans les considérer comme étant des éléments d'écriture. Et en plus, ça marche un peu dans tous les coins. Par exemple, la programmation a évolué. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à faire ma thèse d'informatique, eh bien, dans un environnement de programmation, on faisait soi-même ses programmes, et puis tout, et puis à la fin, quand vous aviez un bug, vous aviez core dump, et puis c'est tout. Donc il fallait se débrouiller avec ça. Là, aujourd'hui, les paradigmes de programmation, c'est complètement différent. C'est des bibliothèques que vous reprenez, que vous modifiez. Pourquoi? Parce que vous faites un drag and drop. Et donc à ce moment-là, pouf, vous commencez, pour ceux qui font du LaTeX, par exemple, c'est... Vous avez toute cette expérience, vous avez besoin de faire un truc particulier, vous vous dites il y a forcément quelqu'un dans le monde qui l'a fait, et donc vous allez le chercher, puis après vous modifiez à la marge ce qu'il vous faut pour arriver à vos besoins. Vous faites du copier-coller ou vous relisez sans comprendre. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que des fois on n'a pas besoin de comprendre. Ça marche quand même. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça peut marcher comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un paradigme. Ce n'est pas une perte par rapport à ah là là, les jeunes aujourd'hui ils sont idiots, ils ne comprennent plus rien, etc. Non, on est dans un changement de paradigme là. On change la manière d'avoir notre rapport au contenu. Donc on est dans une logique d'assemblage et non pas dans une logique de création. En tout cas, la création comme assemblage et pas la création comme reprise et repensée du contenu. Alors, la chose aussi qui a été assez nouvelle ces dernières décennies, c'est l'universalisation du calcul qui permet d'être implémenté sur différents supports. C'est le phénomène des makers, où vous pouvez récupérer du code dans un endroit et dans votre Fab Lab préféré, eh bien, avoir la pièce qui se construit selon ce code. Donc là aussi, on a une nouvelle évolution du copier-coller, qui est en fait un copier-coller qui se traduit, où on dit on a un texte qui, au lieu de le lire, je vais le manipuler, et cette manipulation devient en fait un élément matériel de programmation pour produire des objets matériels. Donc on a un glissement en fait de l'intellect vers le matériel qui est tout à fait inédit à ce niveau-là. Alors évidemment, ce ne sont que des exemples et caricaturaux, parce que j'ai pris volontairement le copier-coller, mais on peut se mettre en chasse, voir s'il y en a d'autres, et de voir les différents éléments qui seraient attachés à ça. Alors, ça va nous donner tout un ensemble de réflexions qu'on va pouvoir se poser, et donc de nouvelles postures que l'on va devoir élaborer par rapport à ça. On voit que, par exemple, aujourd'hui, eh bien, peu ou prou que ça soit fait en liaison avec la pensée du calcul, on a de nouveaux rapports à l'humain qui se déclinent et qui donnent lieu à des espaces de questions. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas échappé qu'il y a toute une discussion sur ce qu'on appelle la gouvernementalité algorithmique, et par exemple le fait de pouvoir régir les comportements sociaux, voire politiques, à travers des algorithmes qui vont, de manière plus ou moins implicite, eh bien, définir un cadre et conditionner les possibles. Là, c'est un thème aussi qui est pas mal intervenu au niveau aussi de l'utilisation de l'IA en justice, par exemple. C'est un de ces éléments, un des exemples. En culture, on s'aperçoit que dans les domaines culturels, le phénomène big data, ça conduit à dire qu'un corpus, aujourd'hui, c'est qu'un ensemble de données. Ce qui est tout à fait nouveau en sciences sociales. En sciences sociales, un corpus, c'est quoi? C'est des textes que vous sélectionnez qui répondent à une question. Et donc, en général, ces textes, vous les lisez. Avec le phénomène big data, c'est plus vous qui lisez les textes, c'est la machine. Et en plus, ces big data, vous ne les choisissez pas, vous les trouvez. Donc ça devient une masse que vous allez utiliser, mais non pas lire. Donc c'est un nouveau rapport en fait, au corpus en sens social, c'est-à-dire que l'humain va être un lecteur de rang 2, parce que le lecteur de rang 1, du fait de la masse des informations et le caractère donné, ça va être la machine. Et puis, alors là, la boîte à fantasmes la plus extrême, mais
Malheureusement, on s'aperçoit que dans certaines institutions de recherche, on a l'impression que leur programme de recherche est écrit à partir juste après avoir vu La Guerre des Étoiles. Eh bien, vous avez le transhumanisme qui commence à imbiber certaines visions scientifiques, ça et là, pour le meilleur et pour le pire. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a toute une mythologie qui est reprise par la politique de recherche. Alors en même temps, ça a toujours été un peu vrai. Hein. Si vous regardez les textes qui ont fondé le CNRS dans les années 30, on parle du miracle de la science. Hein. Donc des scientifiques bien athées, bien comme il faut, etc. Et qui vont vous dire, c'est étonnant, le miracle de la science va faire que nos découvertes vont se traduire en applications vertueuses pour l'humanité. Et puis ça s'arrête là, hein. On ne dit pas pourquoi ni comment. Hein. C'est Jean Perrin qui écrivait ça, le miracle de la science. Donc on a toujours été un peu dans ce fantasme. Et donc là, en gros, on réagit parce qu'on s'aperçoit qu'on change de fantasme en fait. Hein. On change d'un fantasme positiviste à un fantasme transhumaniste, je ne sais pas très bien comment il faudrait l'appeler. Alors, puisque je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, hein, ça doit être ça. Ça va à peu près? Ah voilà, bon, alors, incroyable, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, c'est terminé dans les temps. Donc là, là, voilà. Bon, alors merci de votre compréhension. Et donc pour terminer, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que toute cette discussion que l'on a sur, en tout cas que j'ai amenée sur le numérique par rapport à ces déclinaisons matérielles qui donnent lieu à des déclinaisons culturelles en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que la matière en devenant signifiante nous fait penser différemment et agir différemment, ça renvoie à des idéaltypes ou des stéréotypes du savoir et de notre manière de nous rapporter en fait à la culture et à la science. Quelque chose qui avait été souligné par une historienne de l'écriture du Moyen-Âge, c'est par exemple quelle est l'image même de l'intelligence, de la raison humaine quand elle se manifeste. À gauche, vous avez saint Thomas. Pourquoi saint Thomas a été considéré dès son vivant comme un génie par ses contemporains? Est-ce qu'il était plus malin que les autres? Oui, certes, mais ce n'est pas ça qu'on mettait en avant. Est-ce qu'il avait plus de connaissances que les autres? Oui, mais non, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient très savants. Qu'est-ce qui était fascinant chez saint Thomas? C'est sa mémoire. C'est-à-dire mémoire, pas mémoire mnésique comme d'habitude, c'est une mémoire instrumentée, c'est-à-dire il faisait partie de ces gens, leur donnait un mot et vous citez tous les passages de la Bible qui en parlaient. C'était ce genre-là. Alors, c'était un niveau de performance qui était inédit, mais en même temps, toute la mémoire médiévale repose là-dessus. Quand vous étiez un jeune oblat, donc vous rentrez dans un monastère à 14 ans, la première chose que vous faisiez, c'est d'apprendre les 150 psaumes. Hein, et vous apprenez à l'endroit, à l'envers, après vous étiez capable de les réciter un vers sur deux, un vers sur trois, etc. Parce que vous y aviez un codage mental qui était fait, quasiment comme un fichier d'ordinateur le ferait aujourd'hui, qui faisait partie des techniques d'apprentissage mémoriel. Il se trouve que saint Thomas, dans cette culture-là, il était largement meilleur que les autres, et il faisait ça sur tout le corpus philosophique. Mais c'est quand même quelqu'un qui écrivait des traités sur... en mobilisant le savoir antique et la philosophie arabe d'Averroès et d'Avicenne de mémoire. Voilà. Ça fait rêver. Alors, après, l'écriture et l'imprimerie est arrivée, et donc si on prend l'image d'Épinal du savant par excellence, aujourd'hui, ça habite encore nos fantasmes, c'est Einstein. Mais pourquoi Einstein nous paraît beaucoup plus génial que les autres? Parce qu'en fait, il a l'imagination. Il lui-même le disait d'ailleurs, il disait la vertu première de la recherche et de la science, c'est l'imagination. Donc on ne va pas l'interroger pour sa mémoire, on ne va pas l'interroger pour ses connaissances, on va avoir une image de l'imagination. C'est-à-dire en gros, l'intelligence pour nous, c'est ce qu'il y a en plus des outils intellectuels dont on dispose. On a de l'écriture, c'est super, mais naviguer dans l'écriture, ça demande de la mémoire. Donc le plus malin, c'est celui qui a le plus de mémoire. On a l'imprimerie. Naviguer dans l'imprimé, c'est assez fastoche, ça s'appelle une bibliothèque. Donc ça, on sait faire. Donc qu'est-ce qui manque à cette navigation? L'imagination. Pouf, Einstein. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est en régression parce que, au lieu de dire que l'intelligence, c'est ce qu'il y a au-dessus de la technique, nous, on dit que l'intelligence, c'est la technique. Et donc, la figure actuelle, c'est de dire que le savoir, ce n'est pas uniquement ce qui manque à la technique, le savoir, c'est la prolongation de la technique. Donc on a une nouvelle vision du savoir qui se modifie en disant que le savoir ne serait que la prolongation de la matière calculante et qu'il y a une réduction implicite de la connaissance et de l'acte intellectuel à ce que le calcul peut en faire. Donc pour conclure, en fait, ça me donne le prétexte de dire, ben voilà, en fait, on est dans un tournant peut-être d'un questionnement anthropologique sur la nature de l'humain et ce qu'on peut lui dire. Alors le grand
Le grand précédent, c'est évidemment Kant, hein, qui, en assistant à la révolution scientifique du XVIIe et XVIIIe, il dit, bah, en gros, maintenant qu'on sait qu'il y a Newton, maintenant qu'on sait qu'il y a l'astronomie, qu'il y a la physique, etc., qu'est-ce qu'on peut dire sur la connaissance et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'humain? Et donc, il a fait tout un questionnement en disant, bah, qu'est-ce que je puis savoir? Bah, ça va, j'ai des idées, la science newtonienne m'a bien balisé les choses. Maintenant, ça ne me dit pas ce que je dois faire, donc quelle morale je peux faire par rapport à ce que je sais? Qu'est-ce que je peux espérer, hein? Quelle est la doctrine du projet que je peux avoir, que ce soit en politique, en morale, en religion, etc. Et puis enfin, bah, du coup, cet homme, il est quoi? Cet homme qui est l'union de facultés entre la connaissance, la morale, l'art, etc. Quelle unité ressort de cette décomposition à laquelle j'assiste entre mes savoirs, mes connaissances et mes espérances? Et bien aujourd'hui, mutatis mutandis, on se retrouve à devoir, grâce au numérique ou à cause du numérique, se reposer à peu près la même question. Et donc, dans son actualité, si on la fige maintenant, c'est la question de l'IA de la donnée, par exemple, qui serait de dire, eh bien, en fait, qu'est-ce que je peux savoir maintenant que je navigue dans une matière qui est largement considérée comme le résultat ou le véhicule d'un codage, et à partir de là, comment je peux reconditionner et reconfigurer eh bien, ce que je peux faire, le côté éthique, déontologique, qu'est-ce que je peux espérer, et d'une certaine manière, eh bien, comment est-ce que je peux continuer à définir quelque chose comme l'humain et lui donner du sens. Et donc là, on le voit bien par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la gouvernementalité numérique, on s'aperçoit que l'humain est une catégorie qui se dissout dans la mesure où tout simplement l'humain est rapporté à des éléments qu'il compose. En sociologie, maintenant, on ne parle plus d'individu, on parle d'infra-individu, c'est-à-dire que l'individu n'est jamais que la somme plus ou moins contingente de particularités qu'il a dans son comportement sur les réseaux, dans sa connaissance que l'administration va en avoir, dans son lieu sur l'entreprise, etc. Et donc l'humain ne vient qu'une unité contingente, quasiment improbable, entre ces différents regards que l'on peut avoir sur lui. Et donc, d'une certaine manière, quand on pose la question du numérique et de la matière, ben en fait, c'est la question de l'humain qui se pose et l'anthropologie de l'humain qui reste à traiter. Et donc, ben voilà, c'est lui, il dit des choses beaucoup mieux que moi. Donc, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Parce que je les ai déjà assommés. Non. S'il n'y en a pas, moi j'en aurais. Oui. Ah, 24, alors. Celle-ci? J'aurais peut-être une question plus générale. C'est chez les Grecs, les rhapsodes, il y a des gens qui finalement avaient un corps de l'histoire qui était donné, puis ils allaient de village en village. Si par exemple le lieu tutélaire de l'un c'était l'ours, puis l'autre c'était le loup, ils adaptaient. Absolument. Ouais. Et que au fond, ces écritures, reconstitutions, je dirais, elles sont préalables à, elles étaient déjà là. Oui, vous avez complètement raison. L'idée, c'est que la grammatisation est un processus qui naît avec l'homme. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on parle, que la parole devient matérielle, qu'on peut s'en souvenir grâce à notre support cérébral, eh bien, elle devient un prétexte à manipulation. Et donc, tout ce qui va... On peut faire une histoire de la culture en regardant en quoi nos systèmes de manipulation font des ruptures ou pas sur notre culture. Et effectivement, le fait de commencer à apprendre à écrire, ça fait qu'on se souvient différemment, pas de la même manière, etc. Par exemple, si vous prenez une raison orale comme les aèdes et les rhapsodes, quels sont les invariants que l'on va avoir? C'est des invariants rythmiques, c'est des invariants qui sont de versification, de scansion aussi. Pour ça que, pour ceux qui ont fait du latin à l'école, vous avez appris à scander, vous savez, en tapant les temps longs, les temps courts, etc. Parce que c'est une manière de mémoriser. À partir du moment où on a l'écriture, on fait un truc qui, par exemple, qui n'a aucun sens d'un point de vue oral, c'est des poèmes en prose. Un poème en prose, c'est un oxymore. Ça n'a aucun sens, sauf s'il est écrit. Parce qu'en fait, il ne se dit plus, il se lit. Et donc, à ce moment-là, il y a une structure qui n'est plus seulement la structure de la versification et de la scansion poétique. Donc, on voit qu'il y a des éléments. Et tout le travail qu'il y a à faire, et donc, heureusement, il y a des historiens qui ont fait du boulot pour pas mal de choses, c'est de dire, là, à cet endroit-là, on a une accélération où il y a une rupture technique de la grammatisation qui fait une rupture culturelle ou cognitive dans nos manières de voir le monde, etc. Un exemple que j'aime bien, c'est lorsque l'écriture grecque est apparue, c'est un alphabet complet vers le 8e siècle, etc., eh bien les Grecs ont changé de terme pour parler de l'univers. On est passé du chaos au cosmos.
Et le cosmos, c'est le même mot que cosmétique. C'est ce qui est beau et harmonieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait écrire, le monde devient cosmétique. Il est organisé, il est rangé. Et quand c'est le bazar, ça se voit. C'est-à-dire que les planètes qui font n'importe quoi, on les appelle les planètes, c'est les vagabonds. Parce que de temps en temps, elles vont par là, elles reviennent, etc. Le bazar, ça se voit. Alors qu'avant, c'était le bazar complet. Donc du coup, un truc qui est plus bazar que d'autres, ça ne se voit pas. Donc l'outil culturel qui vous sert à décrire le monde vous fait que vous allez voir, votre vision du monde va complètement évoluer. Et donc la question qui se pose, c'est que là, par exemple, est-ce qu'on est simplement dans un brouhaha comme on a en permanence lorsqu'on est sur un point donné de notre évolution technique et culturelle, ou alors on est plutôt une petite rupture, c'est-à-dire que le fait de passer des outils numériques tout azimut, le fait que l'écriture a changé de statut, etc., est-ce que du coup, ça va être une accélération sur nos changements de voir la culture et le monde? C'est une question, hein, moi je ne réponds pas, mais je pense qu'il faut la poser. Et on a des éléments qui vont dans un sens ou dans l'autre. On peut très bien dire, on n'est qu'un aménagement, une accélération dans l'histoire de l'écriture, comme l'imprimerie en était une, ou alors de se dire, bah non, en fait, c'est une rupture quasiment même par rapport à ce que jette de l'écriture, c'est-à-dire le calcul, ce n'est pas de l'écriture, c'est autre chose, et donc on est dans une autre histoire. La tension entre l'équivoque et l'univoque. Oui. C'est-à-dire que le code se rapprocherait du langage mathématique formel, et en fait, la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un rapport possible entre l'univoque et l'équivoque, ou est-ce qu'il y a ces fameuses tranches de langage intermédiaire qui font le lien? Et en fait, le 0,1 n'est accessible à personne parce qu'au fond, personne n'y accède. Alors, absolument. Il y a des langages machines qui sont entre l'interface utilisateur et le 0,1. Complètement d'accord. Je le dis beaucoup mieux que moi, mais c'est effectivement, le 0,1, c'est des abstractions, c'est des idéalités. Personne n'a jamais rencontré un 0 et un 1. On le rencontre toujours à travers des médiations qui nous le rendent soit manipulables, c'est des langages machines qui vont permettre, soit interprétables. Le langage de programmation qui permettent d'être le grand slogan de l'informatique, lisible par l'homme et la machine, avec toute l'ambiguïté que cela peut avoir. Et donc on est dans cette tension, justement, et l'idée c'est de dire ce qu'il y a de l'équivocité qui n'est pas irréductible, c'est-à-dire qu'elle est en permanence un jeu de dialogue, mais il n'y aura jamais de nivocité qui pourra assumer toute l'équivocité. Et donc ça c'est un débat qui est vieux comme Hérode, on le trouve déjà chez Leibniz, etc. Et c'est repris par certaines théories mathématiques contemporaines qui ont toujours quand même ce fantasme de réduire l'équivocité à une nivocité formelle. Ce qui est très drôle, c'est que quand on veut faire percevoir ce qu'est le 0 et le 1 aux enfants, on leur dit par exemple, on va chercher tout ce qui est équivalent, genre éteint, allumé, ouvert, fermé. Oui. On les met déjà dans une Absolument. opération mentale qui est politique. Et oui, parce que nous, on n'arrête pas de parler de 0 et 1, mais personne ici n'en a jamais vu. Et à chaque fois qu'on en parle, c'est à travers une des médiations. Même le programmeur, il a une interface de programmation. C'est un truc bête, mais le programmeur ne voit le programme que parce qu'il en dit et ce qu'il en pense. Mais il ne le voit pas tel qu'il est. C'est pour ça que le programme est un autre du programmeur. Oui. D'une certaine manière. En tout cas, une manière d'y penser, c'est effectivement le métaphoriser en termes d'image, et sinon c'est un horizon conceptuel, ce qui permet de dire ce sur quoi le codage va reposer, et qui est en fait l'idéal de manipulabilité. C'est la machine de Turing, c'est l'idéal de manipulabilité. Oui. Pourquoi? C'est une question peut-être trop longue, trop courte pour une réponse qui va être trop longue. Pourquoi les philosophes ne font pas plus le numérique? C'est-à-dire Les philosophes commentent le numérique, pourquoi ils ne le spécifient pas? le spécifier dans quel sens technique ou... Est-ce qu'il y a des philosophes qui ont fait des langages de programmation, des langages de représentation? Alors, ça c'est une colle. Alors les philosophes avec le numérique, oui, parce que, mais malheureusement pas aujourd'hui. Si vous regardez bien l'histoire de la philosophie, Hobbes, Leibniz, etc., on est en plein dedans. Donc il y a bien une histoire philosophique du numérique, et il y a bien, notamment au cours du XXe siècle, ce dialogue philosophie, cybernétique et numérique qui a joué. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que les philosophes, souvent parce que de leur formation, en fait, il y a très peu de philosophes qui sont scientifiques, ils ont une espèce de pudeur à ne pas se jeter dans la technique. Et ça, c'est dommage. Ça, je suis d'accord avec vous. Enfin, si je prends ça comme un regret. Oui, c'est mon don. Oui, mais c'est mon don. Il ouvre les serrures, mais avec une clé universelle. Je me méfie toujours, moi.
Oula. Ah, un peu, oui, mais alors j'avoue que je ne maîtrise pas tout. Vous avez un point de vue déjà? Parce que moi, je trouve ça un peu contradictoire avec les ordinateurs classiques. Alors, oui et non, parce que... Alors, tout j'en ai compris, parce que je sais qu'il y a des experts ici. Hein. Mais bah, pour moi, ça change pas les lois du calcul. Ça change la manière de mettre en œuvre le calcul et d'ouvrir de nouveaux horizons de la calculabilité, mais pas au sens théorique, mais au sens pratique, au sens parallélisme, ce genre de choses, etc. Donc là, effectivement, je n'ai pas l'impression que ça soit une révolution majeure sur ce qu'on a compris ce que c'était le calcul, mais c'est une révolution majeure précisément sur ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les conditions d'implémentation et la réalisation matérielle et physique de ces choses-là. Et effectivement, ça va être une révolution sans doute, si ça marche, assez importante parce que tout ce que l'abstraction qu'on mettait dans le calcul, eh bien, on va devoir complètement la repenser par rapport à la manière dont elle est concrétisée dans ces ordinateurs quantiques. Donc, du coup, je commence à regarder ça avec un certain intérêt, parce que j'ai l'impression que là, on peut avoir un élément d'accélération sur la manière dont on mobilise le calcul, nous, sur notre structure physique. Surtout que si vous regardez l'histoire de l'informatique, c'est quand même, même si on a la même architecture depuis longtemps, le design des machines en pratique, il y a un ingénieur qui dit comment je mets mes trucs, je les mets dedans, je les assemble, etc. Il y a un design. Et il y a une histoire du design des ordinateurs qui reflète également l'histoire de la manière dont on comprend le calcul et quand on veut le mettre en œuvre. Les langages informatiques sont datés. On comprend pourquoi Fortran est né dans telle année plutôt que dans telle autre. COBOL, pareil. Donc il y a toute cette historicité qui se met en plus et on sort de justement l'universalisme un petit peu absolu et autiste du code du calcul en disant c'est des algorithmes, etc. Et dès qu'on soulève un peu le capot, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on a fait des choix qui étaient des arbitraires, des compromis, parce qu'à un moment donné, il fallait bien que ça tourne quelque part et que ça soit intelligible pour quelqu'un. Et donc, à un moment donné, on a une historicité qui arrive. Voilà. Il y a encore une dernière question alors. Oui. Et aussi avec l'intelligence artificielle qui apporte également, avec cette notion de black box, la non-explicabilité des résultats. Et est-ce qu'on n'est pas en train, du coup, de revenir à une situation qu'on connaissait plutôt du temps du mythe, avec des interprétations variables et donc un monde qui est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, justement, l'informatique classique, très mécaniste, qui est proche de Descartes, etc. Ma question, c'est est-ce que vous avez une réflexion sur ces deux aspects qui sont en train d'arriver, IA non explicable et informatique quantique? Alors, informatique quantique, je viens d'y répondre. Je commence à m'y intéresser parce que je sens que ça gigote sérieusement et que ça va changer pas mal de choses sur notre rapport à la matière et la calculabilité mise en œuvre. Alors, sur l'IA, ça, c'est un sujet que je connais beaucoup mieux et que j'ai pas mal travaillé. Alors, effectivement, l'idée, c'est le problème de l'intelligibilité qui est reposé. Hein. C'est-à-dire que si le calcul n'est plus un élément d'explication du résultat, on va mobiliser d'autres interprétants. Et ce qui se passe, c'est que les interprétants qu'on a, là où je vous rejoins, pour l'instant, ils sont mythiques. Ça ne veut pas dire que ça doit le rester. Hein. Mais en pratique, c'est quelque chose que j'ai constaté en travaillant avec des startups qui sont sur l'IA, conseil, etc. C'est qu'on est dans le paradoxe du mais non. C'est-à-dire que les gens interprètent le résultat par rapport à ce qu'ils savent déjà. Et donc, on va projeter ses propres connaissances dans les belles images qui sont produites par les algorithmes et ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire que l'IA ne nous apprend rien de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on savait déjà, pardon. Qu'on savait déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que comme l'explicabilité ne peut pas venir du processus, elle vient d'ailleurs. Et elle vient d'ailleurs de nos mythes, de nos fantasmes ou de nos connaissances préalables, sans forcément être péjoratif sur... Alors, donc, soit l'IA nous apprend des choses qu'on aura pu faire avec de l'optimisation habituelle, parce que du coup, une bonne classe de l'IA, c'est de l'optimisation ou de la classification, comme on savait faire, simplement elle le fait avec d'autres moyens, mais voilà. Ou alors, si elle prétend faire autre chose, on s'aperçoit qu'on tombe dans un problème de l'intelligibilité où les interprétants, pour l'instant, ils sont sauvages. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de la pensée sauvage lorsqu'on va aborder l'IA. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut construire une intelligibilité du processus
qui ne passe pas par l'intelligibilité des pas de calcul. Et ça, c'est le problème là, épistémologique qu'on a aujourd'hui. Jusque-là, on avait une épistémologie qui disait « je comprends le résultat parce que je comprends comment il est produit ». Et donc, j'ai un modèle ou j'ai une théorie qui me permet de rendre intelligibles les différents éléments. Là, aujourd'hui, on ne l'a plus. Alors, on l'a déjà eu, ça. Hein. Les notations mathématiques qui ont été posées au départ alors qu'elles n'avaient pas de sens, il y en a dans l'histoire des mathématiques. On a pu vivre avec pendant un certain temps, mais ce qui est nouveau, ce qui était par contre à l'époque, on disait ces symboles qu'on a introduits, qui sont utiles pour le calcul mais qu'on ne sait pas interpréter, on les élimine à la fin. C'est-à-dire que le résultat ne doit pas les comprendre. Alors, notamment les fameux nombres imaginaires, etc. Voilà, c'est pas pour rien qu'on les appelle imaginaires. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que les éléments qu'on ne comprend pas, on les garde. Et on les sonde en résultat. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a vraiment un problème d'intelligibilité et qui est masqué par notre fantasme de la machine. C'est-à-dire que comme c'est calculé, c'est vrai. Et donc c'est un truc qu'on trouve très très fort dans les discours d'autorité, c'est que le calcul est une objectivité qui s'autopose. Elle n'a pas besoin de se justifier. Elle est autothétique, elle se pose elle-même. C'est calculé, donc c'est vrai. Et donc en fait, c'est une rupture dans la criticité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de critiquer un résultat de calcul. Pourtant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a bien un algorithme qui a fonctionné, il a une fin, il a terminé, moyen. Mais par contre, on ne sait pas de quoi il est la preuve. C'est-à-dire que, encore une fois, on sait bien en logique, hein, mais un algorithme n'est pas une preuve. Et l'IA, Black Box, c'est vraiment un outil qui nous explique en quoi les algos ne sont pas des preuves. Ce ne sont pas des raisonnements. Bien, merci. Je pense qu'on va terminer pour cette présentation. On vous remercie encore beaucoup. Donc, merci à vous de votre patience. Et... Voilà, donc là, on accueille Xavier Bouju, qui nous vient de Toulouse, directeur de recherche CNRS au CEBES, et qui va nous parler de la façon dont il manipule avec des outils digitaux la matière à l'échelle nanométrique. Tout à fait. Alors, petite manipulation. Très bien. Bon, merci d'abord à Christine Brouwer de l'invitation qu'elle m'a faite de venir parmi vous présenter quelques résultats récents, disons, sur la recherche que nous menons à Toulouse. Et j'étais un peu comme l'orateur précédent, Bruno Bachimon, une fois que j'ai eu accepté, j'ai eu un petit moment il y a eu un petit délai pour fournir le résumé, parce que voilà, je me suis dit bon, on va se poser, on va réfléchir un peu à la problématique, et en définitive, voilà, je me suis dit, essayons d'aborder cette problématique de la matière et du numérique par la matière elle-même. Donc j'ai intitulé mon exposé « Ce que peut la matière » et on verra en quoi il peut y avoir des conséquences sur l'échelle nanométrique. Alors, évidemment, ce titre fait référence, ça vous a probablement pas échappé, à ce passage fameux de l'éthique de Spinoza. Alors, je ne suis pas philosophe, je suis physicien, donc je ne vais pas m'aventurer sur des territoires que je ne maîtrise pas. En tous les cas, oui, il n'y a pas de pointeur. Cette première phrase, donc personne n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. C'est ça qui m'a interpellé, c'est ça qui m'a interrogé. Et si on continue la lecture, c'est que l'expérience n'a jusqu'ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la nature, le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'esprit. Donc là, c'est l'opposition qu'il y a avec Descartes, où il y a une claire distinction entre le corps et l'esprit. Donc, car personne jusqu'ici n'a connu la structure du corps assez exactement pour en expliquer toutes les fonctions. Donc,
comment dire, j'ai voulu réaliser un petit jeu forcément malhonnête, puisque j'ai détourné la citation, et je me suis dit, bah, changeons le corps par la matière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que peut la matière. Donc, on peut s'interroger sur ce que peut la matière. Donc, je vous dis, là, c'est complètement malhonnête. J'ai détourné cette citation. Je la copier-coller, pour reprendre ce qui vient d'être dit. Et en fait, voilà, quand on regarde la dernière partie, car personne jusqu'ici n'a connu la structure de la matière assez exactement pour en expliquer les fonctions. Et ça, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, parce que, bon, de quelle matière s'agit-il? Maintenant, la phrase n'a plus beaucoup de sens, parce que, ou tout du moins avec les connaissances qu'on en a actuellement, jusqu'ici, personne n'a connu la structure de la matière assez exactement. C'est relativement faux maintenant, puisque on sait que la matière elle va être constituée de molécules, d'atomes. Ces atomes vont être constitués de protons, neutrons, électrons, etc. Voire même que les protons et les neutrons sont même constitués de quarks. Bon, moi je vais me contenter de la matière habituelle, qui sera donc les molécules et les atomes. Mais dès cette phrase-là, voilà, on a l'apparition structure-fonction. Donc c'est un peu les problématiques bien connues. Est-ce que c'est la structure qui détermine la fonction ou la fonction qui va déterminer la structure? Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de voir, mais à des échelles très petites, à des échelles où la structure proprement de la matière est, disons, considérée comme très petite, comme on va le voir jusqu'à présent. Alors, un petit mot de contexte par rapport à cette échelle nanométrique. Bon, je ne veux pas du tout rentrer dans les détails techniques, simplement dans un pur réflexe centré, disons, je mets l'homme au centre de cette échelle. Alors, c'est une échelle logarithmique, c'est donc des puissances de 10. Donc, l'homme, ce serait équivalent à 1 mètre, et donc on passerait pour l'échelle supérieure au kilo, kilomètre, etc., etc. Le rayon de la Terre, environ 10 puissance 7 mètres. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est en fait d'aller dans l'autre sens. On a donc millimètre, 10,3 mètres, etc. Je descends. Le micromètre, 10,6. Un cheveu, c'est le diamètre d'un cheveu, typiquement, c'est 50 micromètres, hein, pour vous donner encore une idée. Donc là, on est au niveau de la taille de la cellule, du virus. Et puis, on va continuer de descendre. On arrive au fameux nanomètre, 10,9 mètres, donc le milliardième de mètre. Et puis, la taille d'un atome, environ donc 10,10 mètres. Donc voilà. Donc c'est un peu... nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette échelle nanométrique. En fait, le nanomètre est à l'homme, donc à notre échelle, ce que le Soleil serait à l'homme. Donc, vous voyez, le rayon du Soleil, c'est environ 10 puissance 9 mètres. Eh bien, nous, si on se ramène ici à notre petit état d'humain sur cette Terre infime, eh bien, on a cette différence d'échelle. Donc, c'est simplement pour fixer un petit peu les ordres de grandeur, un peu voir un peu où on se situe. Donc, pour arriver à cela, pour étudier la matière à ces échelles nanométriques, eh bien, il a fallu développer un certain nombre d'outils physiques. Et en particulier, bon, là encore, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il me plaît quand même de rappeler le travail fondateur de ces deux personnes, Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, qui ont, dans les années 80 du siècle passé, à IBM Zurich, réussi à mettre au point une certaine catégorie, une certaine famille de microscopes, dont je donne l'intitulé, qui sont le microscope à effet tunnel électronique, ce qu'on appelle des sondes locales. Pourquoi? Parce qu'on va venir sonder tout à fait localement la matière. Et on va voir que ça a révolutionné quand même beaucoup de choses. Notre perception de la matière à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire. Alors, en quoi ça consiste? Très brièvement. Donc, en fait, on prend une pointe, un fil métallique très très petit, enfin petit, et qu'on va former, au bout duquel on va former une pointe. Et cette pointe, on va la mettre
en regard d'une surface que l'on veut imager. Alors, on se situe à l'échelle atomique. Donc il faut décrire la surface par une assemblée d'atomes. Donc un empilement d'atomes bien réguliers constituant le cristal. Et au-dessus de cette surface, on approche cette pointe. Alors évidemment, cette pointe, elle va être effilée, évidemment, et jusqu'à obtenir un seul atome en bout de cette pointe. Donc, on y arrive. On prend un bon taille-crayon, mais on arrive quand même à avoir, bon an mal an, un seul atome qui termine cette pointe. Et on fait des mesures. Alors, voilà quelques exemples de pointes. Vous voyez que le rayon de courbure typique, ce qu'on appelle le rayon de courbure, c'est l'extrémité ici de cette pointe, ça fait environ 50 nanomètres. Donc on est à des petites échelles. Et on fait donc des mesures lorsqu'on approche cette pointe, cette surface. On mesure un courant électrique. Et en fait, ce courant électrique va être proportionnel, il va être, disons, pas proportionnel, mais il va dépendre de la structure électronique de la matière. Je n'en dirai pas plus. Et quand on déplace cette pointe au-dessus de cette surface, donc avec des pas très très petits, bien on arrive à reconstruire une image de la matière. Alors, voilà l'image fondatrice, disons, du STM, une certaine surface de silicium, peu importe. Et on voit que quand même il y a un ensemble de bosses et de creux, et chacune de ces bosses, en fait, correspond à un atome de la surface. Alors, c'était tout à fait sommaire. Alors, je ne sais pas si on le distingue très bien, mais c'est vraiment... En fait, ils ont assemblé des petites lames de papier les unes à côté des autres pour former cette image. Donc, ils faisaient un balayage avec leurs pointes et puis ils mesuraient, ils reproduisaient ça sur une feuille de papier et ils ont donc accumulé l'ensemble de ces signaux. Alors, évidemment... ça a révolutionné les choses parce que sur cette surface-là, en fait, les gens s'interrogeaient beaucoup. Il n'était pas clair quel était l'arrangement atomique sur cette surface. Et là, de façon indubitable, de façon directe, eh bien, le STM a permis donc le microscope à effet tunnel a permis de déterminer la structure atomique de cette surface. Alors, première intervention. Puisque le mot d'ordre aujourd'hui, ça va être le digital, le numérique. Donc on va, vous voyez, c'est le même genre de surface 20 ans plus tard, où avec un certain nombre de traitements, bien sûr on a amélioré la technique, la sensibilité du microscope, et on arrive à déterminer précisément que chaque bosse ici correspond bien sûr à un atome de la surface et on peut donc, moyennant quelques traitements, faire ressortir plus ou moins le signal. Donc là aussi, on arrive à voir des atomes individuels sur une surface. Alors, des atomes de surface, mais on peut aussi voir des atomes qui sont déposés sur la surface. Alors ici, je vous présente un atome de xénon. Moi, je n'avais jamais vu d'atome de xénon, c'était dans les années 90. Je ne sais pas si un atome de xénon est jaune, mais en tous les cas, les auteurs, toujours à IBM, mais là de l'autre côté de la flaque, aux États-Unis, ils l'ont coloré, ils ont filtré l'image, ils ont fait un rendu numérique de cet atome de xénon, pour qu'il soit, disons, visuellement agréable à voir. C'est relativement lisse, bon, mais voilà, donc c'est une image qui est complètement artificielle. Néanmoins, elle a une réalité, c'est qu'on voit, c'est un atome individuel sur cette surface. Et ça, là encore, c'était dans les années 90, on arrivait à avoir un seul atome. Il faut bien imaginer ce que ça représente. Conceptuellement, c'était quelque chose de complètement nouveau. Alors,
je parle d'atomes, j'ai parlé de surface, j'ai parlé d'atomes. On peut déposer des molécules sur ces surfaces, sans vouloir rentrer dans les détails techniques. Mais par exemple, voilà une assemblée de molécules qui sont déposées sur les surfaces. Donc chaque petit élément ici, c'est une molécule, peu importe son nom, qui a une symétrie 5, et qui s'assemblent les unes des autres pour former ce motif assez large. Donc on fait un zoom de l'image expérimentale, et on obtient l'image qui est en haut. Et puis, notre rôle aussi, enfin le mien en particulier, c'est de faire des calculs. Donc l'usage du numérique pour essayer d'interpréter ces images expérimentales. Et c'est c'est l'image que l'on obtient là. Donc, on est obligé de faire du code, faire des programmes, faire des calculs plus ou moins longs pour obtenir, disons, une image qui permet l'interprétation de l'image expérimentale. Ça, c'est la phase ultime du calcul. Une phase qui précède, et ça j'y reviendrai tout à la fin de mon exposé, c'est lorsqu'on dépose cette molécule sur une surface, eh bien, cette molécule elle va s'adapter à la surface. Il y aura un certain nombre d'interactions, des forces d'interaction qui vont modifier légèrement sa structure, ce qu'on appelle sa conformation, et bien, il faut calculer cette conformation, la structure de la molécule sur la surface. Donc, première étape de calcul, puis ensuite, le calcul proprement dit de l'image ici. Alors, assez vite, on s'est rendu compte que cette sonde locale, ce microscope à effet tunnel, eh bien, on pouvait l'utiliser, bien sûr, pour faire des images, je vais la montrer, mais aussi on pouvait l'utiliser pour faire des manipulations. Et en particulier, on peut, de façon tout à fait contrôlée, déplacer une molécule, un atome, sur une surface. Donc, il y a différents modes de manipulation. Bon, le plus évident, c'est peut-être le mode où on va venir pousser quelque chose. Donc, avec cette pointe, on va venir, avec des forces répulsives, disons, on va venir pousser une molécule ou un atome. On peut également tirer des interactions attractives. Donc, cette fois-ci, l'atome va suivre le déplacement de la pointe. Et ces différents modes de manipulation, eh bien, ils permettent de déplacer parfaitement, de façon parfaitement contrôlée, les espèces. Et une des choses des images emblématiques qui a fait vraiment le tour du monde, c'est toujours IBM. Désolé pour la publicité. C'est cette image qui relève plus de la mythologie maintenant, je dirais, où on a donc une assemblée de 35 atomes de xénon qui ont été déplacés un à un sur une surface métallique, et puis pour former le logo IBM. Donc là, c'était la réalisation vraiment qui sautait aux yeux, qu'on pouvait non seulement voir la matière, mais on pouvait agir, en tous les cas sur sa position, et construire de tels motifs. Alors, ils ne se sont pas arrêtés à faire de l'écriture avec des atomes. On fait de la physique aussi. Hein. On construit des petites structures, des nanostructures, et dont on étudie les comportements, etc. Donc, mais ça, c'était vraiment, disons, le point de départ d'un tout un champ de recherche vraiment important. Donc, on arrive à manipuler ces atomes. Donc, eh bien, en fait, cette pointe, elle est... c'est comme Saint Thomas, quoi. Bon, lui, il ne pouvait pas voir. Mais on ne voit pas les atomes, mais on a envie de rentrer en interaction, on a envie de toucher. Hein. On veut toucher, on veut rentrer en interaction. Et donc, entre parenthèses, petit clin d'œil au digital, parce que là, puisqu'on est au niveau du doigt, on est au niveau du toucher, comme l'agilité digitale d'un pianiste, hein, relative au doigt. Mais donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, d'une certaine façon, avec cette nouvelle famille de microscopes à sonde locale, c'est qu'on passe de la microscopie standard, avant, qui était l'optique, mais on passe de l'optique à l'aptique. Autrement dit, quelque chose qu'on va venir toucher, qu'on va venir
palper, si on veut. Et ça, on va voir aussi, tout à la fin, que ça peut avoir son intérêt d'un point de vue digital. Sans jeu de mots, pour le coup. Voilà. Alors, en quoi ces recherches ont pu conduire à ouvrir des champs? Eh bien, c'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une assemblée de molécules, eh bien, on va pouvoir s'intéresser maintenant à des objets individuels. Donc, je rejoins encore certains termes qui ont été employés juste précédemment. Hein, on va une certaine forme d'individuation sur des assemblées de molécules. Alors pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, il est plus intéressant pour connaître les propriétés de la matière, enfin pour nous en tous les cas, de s'intéresser non pas aux effets collectifs, mais aux effets individuels, donc d'un seul individu. Donc on va étudier le comportement d'une molécule sur une surface. Comment cette molécule va pouvoir bouger, va pouvoir interagir avec d'autres, ou comment elle va répondre à tel ou tel stimulus. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, et donc c'est ce qui constitue l'approche bottom-up. Donc on part des éléments de base pour ensuite faire remonter les propriétés, les informations. Et ce qui nous a beaucoup animé, c'était donc dans cette démarche, c'était d'avoir une approche technomimétique. Donc le mot parle de lui-même. Donc on veut mimer des mécanismes macroscopiques que l'on connaît, le mécanisme de notre monde actuel, vers l'échelle nanoscopique. Donc c'est ça qui constitue ce qu'on appelle le technomimétisme. Et dans le but de faire des machines moléculaires. Donc autrement dit, on veut transposer des machines, des comportements de l'échelle macroscopique à l'échelle nanométrique. Donc je vais vous en montrer quelques exemples. Donc voilà, alors, quelques exemples pris parmi notre catalogue, si je puis dire. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. On peut faire des petits véhicules. Je reviendrai sur l'exemple de la brouette, des moteurs, des interrupteurs, bref, des molécules plus ou moins complexes. Donc tout ça à l'aide de molécules qui n'existent pas à l'état naturel, qui sont des molécules de synthèse, hein, et avec une composante de design vraiment importante au départ. Hein. Quand on veut, je reviens à l'histoire de la structure-fonction. Quand on veut qu'une molécule fasse une certaine fonction, ben, il faut qu'elle ait une certaine structure. Et cette structure, par le mimétisme qui sous-tend un peu cette démarche, eh bien, on arrive à des designs de molécules comme cela. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, là encore rapidement. Là, c'est donc une molécule, vous voyez, qui a 6 branches, dont une qui est un peu dissymétrique par rapport aux autres, et cette molécule elle se déplace le long donc c'est une vue de dessus. Donc ça, ce sont une assemblée de molécules, et cette molécule individuelle, eh bien, avec la pointe du STM, on vient la pousser, et donc on comprend qu'on arrive à faire une rotation de cette molécule le long de cet îlot moléculaire. Donc c'est un système de type crémaillère, hein, pignon et crémaillère. Mais ça, en fait, on n'avait pas. C'est un peu le hasard qui nous qui a conduit à ces résultats-là. Il n'y avait pas de volonté de faire une molécule de type crémaillère, enfin pignon et crémaillère. Mais une des questions qui nous taraudait, c'était de comment est-ce qu'on peut concevoir un système moléculaire pour transformer un mouvement de translation en un mouvement de rotation d'une partie de la molécule. Donc c'est des questions basiques, simples, mais il faut bien commencer par le début. Quel pourrait être le dispositif qui, lorsque je pousse quelque chose, eh bien, par effet d'entraînement, va faire tourner à l'autre bout une partie du système. Donc c'était un peu ça que l'on cherchait à faire.
toujours dans cette approche techno-mimétique. Et en définitive, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est simplement, c'est une brouette. Une brouette, je fais un mouvement de translation, et devant, ça tourne. Ça paraît idiot, mais c'est ça. Donc il a fallu qu'on mette en œuvre tout un design de molécules, et on a abouti à cette molécule-là. Donc on a un châssis moléculaire qui est en noir, il y a 2 roues qui sont indépendantes, on a les 2 pieds là, qui sont en rouge, et puis on a les 2 poignées. Donc on a voilà la structure de la molécule finale. Donc c'est une molécule qui a été synthétisée. Donc là aussi, on peut imaginer la complexité de la synthèse chimique pour arriver à ça. Ça a été vraiment un gros travail. Donc on dépose cette molécule sur une surface. Donc on voit qu'avec le microscope à effet tunnel, eh bien, typiquement la molécule elle a cette image-là. On fait des calculs qui corroborent la conformation de la molécule. Et puis on essaye de pousser cette molécule avec la pointe du STM. Et puis en définitive, c'est un échec total. On n'a jamais réussi à bouger quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie? Est-ce qu'on a oublié des choses? Pourquoi? On s'est interrogé beaucoup. Alors, effectivement, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose, c'est que cette matière, petite, elle est soumise à des forces vis-à-vis de la surface qui n'ont pas grand-chose à voir avec les forces habituelles. Donc là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir rapidement par la suite. Mais donc, on avait oublié des choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres champs de force, en définitive, qui piloteraient cette molécule et qui la ferait, disons, faire en sorte qu'elle soit scotchée sur la surface. Donc, premier problème. Néanmoins, si on se ramène non pas à une molécule entière, mais simplement les 2 roues connectées, comme c'est sur cette molécule, on est quand même arrivé à déplacer, ça c'est les calculs qui montrent ces déplacements. Des fois ça marche, là ça va marcher, on arrive à faire tourner la molécule, mais bon, voilà, selon la distance entre la pointe et la surface, ça ne marche pas tous les coups. Mais néanmoins, d'un point de vue expérimental et par le calcul, on arrivait à démontrer qu'on avait bien réussi à faire une rotation d'une roue moléculaire, enfin, à partir d'un mouvement de translation de la pointe, engendrer un mouvement de rotation. Et ça, bon, à l'époque, 2007, c'est quand même pas si vieux que ça, c'était une première mondiale. Alors, toujours dans la volonté d'aller plus loin, on s'est dit, mais ces 2 collègues du labo qui ont poussé l'idée en disant, mais ok, on vient de faire une roue, essayons de faire avancer les choses, si je puis dire, avec un véhicule. Et pourquoi pas lancer une course de voiture, une course de nano-voiture. Et donc c'est ce qui a été lancé. Alors on voit tout de suite l'approche biomimétique, une fois de plus. Hein. On voit que dessous cette image-là, eh bien, on a une Formule 1 ou quelque chose comme ça. Et puis les 4 roues qui sont là, le châssis, etc. Donc on persiste dans ce modèle biomimétique. Donc ça a été lancé à travers le monde, et puis 6 équipes ont répondu favorablement à cette idée. Et donc vous voyez, ça va de l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, l'Autriche avec les États-Unis, la Suisse, et puis notre équipe, enfin un petit Frenchie ici. Donc vous voyez, tout le monde n'a pas suivi cette approche biomimétique. Autrement dit, on parle de nanovoiture, mais sur l'ensemble de ces 6 propositions, il y a grosso modo, il y a 3 propositions avec des roues. Donc voilà, quand on parle de nanovoiture, forcément voiture, ça fait penser à quelque chose, ça fait penser à un objet avec des roues, et donc on imagine qu'il faut des roues.
Donc ça, c'est ce qui a animé, je vous dis, 3 équipes sur les 6. Et puis d'autres se sont dit, ben non, peut-être qu'il y a peut-être d'autres moyens de faire bouger une molécule de façon contrôlée sur une surface. Et c'est donc les propositions suisses, allemandes et japonaises. Alors, donc ça, c'est donc une aile du moulin. Donc en fait, c'est une molécule qui va venir tourner comme ça sur la surface. La molécule suisse, eh bien, elle va se déplacer en ligne droite de façon assez contrôlée. L'équipe pour la molécule japonaise, elle était censée. Alors c'est une molécule qui fait des choses comme ça. Voilà, flip-flap. Et puis, donc la course a été lancée. Alors quelles étaient les règles? Les règles, on prend une surface d'or, parce qu'on est riche. Et en fait, non, c'est pas à cause de ça, c'est que sur cette surface d'or, en fait, de façon naturelle, il y a des rails qui existent. Vous voyez, en blanc ici. Et en fait, ces rails, ils sont pas très grands, ils sont 26 picomètres, donc c'est 0,026 nanomètres. Donc tout petit, mais suffisant pour guider la molécule sur la surface. Donc ça se passe à très basse température, ça se passe à 9 Kelvin, donc moins 265 degrés Celsius, grosso modo. Et l'idée était donc que la molécule devait faire un certain nombre de virages. Donc on met ça ce sont des atomes d'or qui sont sur la surface. On les arrange de telle façon qu'on fasse une ligne de départ, une ligne d'arrivée, et puis qu'on ait un certain nombre de virages. Donc c'était ça un peu la règle qui a été fixée. Bon, il s'est avéré que c'était un peu compliqué, donc on a limité à 2 virages. Première zone de parcourir de 20 nanomètres, 50 nanomètres, et puis 20 nanomètres, et la ligne d'arrivée. Donc voilà, grosso modo, le cahier des charges qu'il fallait que toutes les équipes devaient faire. Alors, voilà, donc on déplace la molécule entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit de pousser, comme je l'ai montré tout à l'heure, il faut utiliser un autre mode de manipulation, mais bon, peu importe. En fait, l'idée était là. Donc là, ça a eu lieu en 2017, il y a 2 ans maintenant, et ça a duré 38 heures, parce que bon, c'est pour des questions techniques. Donc il n'y a pas c'est 38 heures de Toulouse. Et donc voilà le palmarès. Donc il y a eu deux gagnants. Alors pourquoi 2? Parce qu'ils n'étaient pas tout à fait dans la même catégorie, mais peu importe. Il y a une équipe autrichienne qui a réussi à le faire relativement rapidement, en 1h30, ensuite, et l'équipe suisse également, qui au bout de 6 heures a réussi. Quant à nous, Français, on a eu un prix de consolation, la plus belle image de la molécule. Ça fait penser aux compétitions pour les enfants où chacun a sa petite médaille. Et donc voilà, donc la molécule, en fait, on n'a jamais réussi à la faire bouger. Mais bon, elle est jolie quand même. Donc voilà, donc regardez un petit peu tout en haut. Donc on voit la molécule qui est déplacée. Elle va venir tourner autour du point blanc, là, qui est donc premier virage. Le deuxième point blanc on va y arriver. Et donc petit à petit. Donc voilà, au bout d'1 heure, ils étaient là, ils ont fait le virage, ils prennent le virage, tac, et la ligne d'arrivée, ce sont les 2 points blancs qui sont matérialisés. Voilà. Et donc voilà, ça c'était donc l'équipe autrichienne et américaine. L'équipe suisse, bon, vous voyez, c'était un peu plus compliqué. Ils ont eu des accidents, comme toute course de voiture. Ils ont perdu la molécule. Bref, c'était un peu plus laborieux, mais au moins, eux, ils y sont arrivés. Voilà. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que l'approche avec des roues en haut, hein, il y a 2 roues qui sont connectées. Et par rapport à la molécule qui est la molécule suisse, qui n'ont pas grand-chose à voir en termes de design, eh bien, ils y sont quand même, ils sont arrivés. Alors, je vais accélérer un tout petit peu. Eh bien, je vous annonce, bien sûr, c'est une exclusivité, qu'il y aura une deuxième course en 2021. Donc, voilà, on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, on a 13 équipes qui sont inscrites. Je
suis pas sûr qu'elles iront toutes les 13 au bout du processus, mais on verra bien. Donc 2021, je vous donne le rendez-vous donc, au printemps pour cette course de voiture. Alors, donc, bon, j'arrive presque à quelques mots de conclusion. Donc, à cette différence entre structure versus fonction. Donc, bon, de façon assez classique, on a 3 catégories par rapport à ça. Donc, une première qui serait guidée donc, par l'inspiration. Donc, on reproduit la fonction, mais pas la structure. Hein. C'est typiquement, on n'a pas essayé d'améliorer les oiseaux pour construire des avions. L'autre, le mimétisme, moi, ça, j'en ai déjà un peu plus parlé, et qui consiste donc à reproduire une propriété d'une structure naturelle. Ici, c'est une patte d'un lézard, le gecko, qui, lorsqu'on va venir zoomer sur l'extrémité de ses pattes, eh bien, on peut voir qu'il y a des petites spatules et qui permet à ce lézard d'aller s'accrocher sur n'importe quelle surface, en haut, en bas, ça défie même les lois de la gravité. Eh bien, ça, si on essaye par mimétisme de reproduire ça avec des fibres synthétiques, des fibres de carbone, eh bien, on peut arriver à supporter des masses de quelques centaines de grammes ou kilos, disons, comme ce livre ici. Donc ça, c'est un autre exemple de mimétisme par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure. L'autre approche, eh bien, la dernière, c'est la réplication. Donc on reproduit directement la structure naturelle. Ça, c'est une feuille de lotus. Eh bien, si on zoome sur cette structure, on va voir qu'il y a un certain nombre de petits picots. Et ces picots, en fait, lorsqu'il y a une goutte d'eau qui vient dessus, eh bien, l'eau ne mouille pas cette structure, ce petit tapis de fakir. Et ça permet donc à la goutte de rouler et donc de venir nettoyer cette surface de la feuille de lotus. Eh bien, si, alors l'image n'est pas de très bonne qualité, mais si on fait la même chose de point de vue artificiel, eh bien, on obtient également ce qu'on appelle des surfaces hyper hydrophobes, telles que celle-ci. Donc voilà, ça c'est un peu les trois pistes pour arriver à créer une fonction à partir de certaines structures. Donc, comme je l'ai dit, le problème, ça reste quand même à partir de certaines fonctions usuelles, habituelles que l'on a, il faut faire un design à l'échelle nanométrique, mais tout en tenant compte des forces qui sont mises en jeu. Alors, je prends quelques petits exemples ici. En fait, il faut faire une bascule mentale. Il faut se dire, la matière va interagir avec la matière. La molécule va agir avec la surface sur laquelle elle est déposée. De la même façon que cette montre de Dali, elle va s'avachir parce que c'est une montre molle, un peu comme une molécule, ou comme cette assemblée de personnes qui, c'est comme si elles étaient... ne pouvaient pas se tenir debout, elles étaient complètement attirées par la surface, par le sol. Et ça, c'est en fait cette disposition d'esprit, il faut l'avoir. Je fais référence maintenant au pasteur Abbott, Edwin Abbott, qui avait rédigé ce Flatland, c'est un livre, dans lequel il décrit en fait le comportement de ce qui se passerait dans un monde à 2 dimensions. Donc comment est-ce qu'un carré va venir interagir avec un carré ou un point ou une ligne. Et en fait, il met en œuvre toute une société d'interaction avec des objets plans, donc qui nous sont pour nous complètement, qui ne sont pas perceptibles. Et bien en fait, là, quand on veut faire du design de molécules, il faut se mettre dans cette position-là. Et c'est là où je critique ce que l'on a fait, le technomimétisme n'est pas forcément une très bonne piste. Pourquoi ? Parce que les machines habituelles, elles sont guidées par des forces d'interaction, principalement qui vont être la gravité, et les forces de réaction par rapport à un support. Si cette table est là, c'est qu'elle repose, elle est attirée par la gravité, et puis il y a des forces qui en réaction. À l'échelle nanométrique, à l'échelle moléculaire, on n'a plus de gravité. La gravité est complètement inopérante. Elle est incroyablement plus faible que toutes les autres forces.
Et ces autres forces, elles ont des caractéristiques différentes de la gravité. Donc tous les schémas mentaux que l'on a vis-à-vis de la mécanique avec les forces de gravité habituelles, eh bien, elles sont plus efficaces à l'échelle nanométrique. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de se projeter, il faut essayer de concevoir un autre espace où les forces seraient plus intenses, avec des objets beaucoup plus déformables. Voilà. Et donc c'est dans ce sens-là où la partie numérique est intéressante, et c'est là où je voulais en arriver pour conclure, c'est que toute la partie, les approches numériques, que ce soit basées sur la dynamique moléculaire, mécanique moléculaire ou d'autres choses, eh bien, elles sont vraiment indispensables pour essayer d'avancer. Parce que, bien sûr, il faut faire des expériences, mais les expériences numériques sont plus faciles à mettre en œuvre, elles seront moins coûteuses et donneront beaucoup plus d'informations. Et simplement, donc, dernier transparent, il y a une espèce de concordance des temps et d'espace, puisqu'il se trouve que demain à Toulouse, je rencontre mon collègue là, Stéphane Redon, qui a créé ce logiciel, dont on peut voir ici un exemple. Donc on doit discuter demain à Toulouse pour justement adapter le code qu'il a créé, qui s'appelle Samson, pour la course des voitures de 2021. Donc voir avec lui comment est-ce qu'on peut utiliser son logiciel. Alors c'est quelque chose d'assez joli, puisqu'on touche la matière avec la souris. Donc on peut déplacer des atomes, là on va même casser une liaison, et on peut en reformer d'autres. Donc on peut, entre parenthèses, je rends hommage à l'institution qui nous héberge aujourd'hui, puisque Stéphane est un ancien élève de cette maison, et il enseigne même chargé de cours encore actuellement ici à Polytechnique. Donc voilà, donc le logiciel qu'il a mis au point, mais qui maintenant fait une start-up qui s'appelle One Angstrom, eh bien, peut être utilisé pour venir toucher la matière, pour pouvoir venir modifier la matière, non pas avec un doigt, mais avec le prolongement du doigt qui est la souris ou n'importe quel autre truchement numérique. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est calculé en temps réel, le changement de conformation, la modification sur la molécule est calculée en temps réel. Voilà. Mais sur cette image-là, je vous remercie pour votre attention. Ouais, je suis désolé, j'étais un peu... Non, on a commencé un petit peu en retard aussi. Est-ce qu'on prend quand même une question? Puis je suis encore là à la pause. Hein, si... Non, il est pas. Non, c'est uniquement numérique. Hein. C'est uniquement numérique. Ce sont des expériences numériques qui oui, voilà. Mais j'évoquais la partie haptique. Ce qu'on peut envisager, c'est qu'avec la souris, on puisse ressentir la force ici. Donc on peut imaginer un système où tirer, voilà, comme actuellement, là, tirer sur cet atome-là, eh bien, il va falloir pousser la souris ou avoir un système de joystick qui va peut-être... voilà. Donc on peut avoir une interaction directe avec la matière. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Comment ? Ah oui, on peut. Là, c'est que du carbone, mais vous avez vu les molécules de tout à l'heure. Bon, c'est quand même des molécules organiques principalement, mais on peut envisager ça dès lors qu'on a une description suffisamment correcte des forces d'interaction entre les atomes. Mais a priori, oui, il n'y a pas de compte. D'ailleurs, ce logiciel-là, le marché, c'est l'industrie pharmaceutique. Hein, le docking des molécules. Lorsque, voilà, là on peut le faire directement à la main, plutôt que de regarder si tel composant, il va pouvoir bien s'ancrer avec une autre molécule, par exemple. Donc ça dépasse effectivement uniquement les molécules carbonées. Il y avait le logiciel Katia, qui est un multitâche, ouais. Depuis longtemps, par exemple, Franck Gehry, quand il ouais. choisit titane pour la couverture, il va avoir un retour sur son stylet.
Oui, tu évoques Katia, tu as raison, parce qu'on a, on était en contact avec Dassault pour ça. Oui. Une question, est-ce que ce logiciel, Samsung, permet de faire une simulation de fonctionnalité? Une fonctionnalité de façon macroscopique, par exemple, regard de feu, ou bien des parasites, quelque chose comme ça. Alors, ça permet d'avoir des informations sur une molécule individuelle. Après, sur un ensemble de molécules, ce sera peut-être plus difficile. Hein. On ne pourra peut-être pas avoir des propriétés macroscopiques issues de ce logiciel. Bien, Merci. Merci.